Retour de 11 Montréal, c'est quoi le plus beau retour que vous avez jamais vu? Probablement... Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. He's back. Back from baseball. Zidane qui revient, qui va en finale de Coupe du Monde, c'est pas mal ça? C'est très fort ça. Ouais, TLC qui... Non, OK. Bon, on se voit pour la première fois, en fait. On va être maintenant disponible en vidéo. Si vous voulez voir nos belles bouilles, on va être disponible en vidéo. Alors, sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Frédéric là avec vous, en compagnie de Vincent Létouche et Patrice Berny. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça fait un moment qu'on s'était pas parlé quand même. Il y a eu un match important. On va commencer on va parler naturellement beaucoup d'MLS, mais on va commencer avec le CF Montréal, si vous voulez, parce que tout seigneur, tout honneur. Je veux revenir sur quelque chose que Vincent a dit en partie, et je veux juste qu'on épilogue un peu plus là-dessus. Match référence contre les Red Bulls de New York. C'est sûr que depuis le début de la saison, on n'avait pas nécessairement grand-chose sur quoi bâtir. Mais est-ce que c'est vraiment... Et je vais te laisser la parole d'abord, Vincent, pour étoffer tout ça. C'était déjà très étoffé, mais est-ce que c'est un match référence pour le CF Montréal, cette victoire de 2-0 face aux Red Bulls de New York? En tout cas, dans l'échantillon des matchs qui a été joué, oui, c'est le match référence, mais à plusieurs points de vue. Oui, il y a la victoire, il y a le blanchissage qui, je pense, était important, mais je pense qu'ils ont mis à la fois les ingrédients pour aller gagner ce match, et je pense que dans certaines séquences de jeu, on peut se dire, OK, l'ère Losada ou le style Losada, on peut employer ça, il va falloir le répéter. Il y a certaines sorties de balles qui ont été ultra fluides, très directes, en 4-5 secondes, on était dans les 30-40 derniers mètres, et c'est ce qu'on vise à répéter. Moi, je pense que j'ai vu dans ce match-là, en tout cas, des joueurs qui étaient engagés physiquement, qui techniquement étaient dans un meilleur soir parce qu'il y a eu des matchs très difficiles depuis le début de l'année. On commence à voir un petit peu la patte Losada, et au final, il y a la victoire avec un élément de solidarité, et je pense un groupe qui a embrassé, en tout cas, le projet qui visait à être mis en place dans ce match-là. Ça a été ça que j'ai vu, que j'ai ressenti, qui a été mis de l'avant, et la victoire est au bout. Donc, je pense effectivement qu'on peut bâtir là-dessus. Maintenant, ça peut vite se démolir en un clin d'œil, mais normalement, il y a les éléments de l'ère Losada dans ce match, les premiers éléments. Pat, elle est où l'équipe super offensive qu'on attendait? Parce que Losada, en Belgique et à DC United, on se disait c'est un entraîneur d'attaque. On va marquer beaucoup de buts cette année. C'est la pire attaque. C'est l'équipe qui a le moins de tirs par match en moyenne en ce moment. À 9,5 dans la ligue. Écoute, même si tu compares à Kansas City, le prochain adversaire qui est pourri offensivement, les expected goals, c'est 6,7 pour Montréal, 8 pour Kansas City, alors que c'est 5-3 au niveau des buts marqués aussi. Elle est où l'équipe d'attaque qu'on nous a vendue? C'est surtout ça qui, tu sais, comme j'avais fait mon article, où on met beaucoup d'emphase sur la défense. Oui, elle n'est pas nécessairement bonne, mais dans une ligue qui est considérée basée sur l'attaque, basée sur les joueurs désignés, où l'argent est investi sur les joueurs offensifs, ben tu dois marquer les buts. Puis je crois que je vous en ai parlé les années passées. La majorité des équipes qui vont dans les séries éliminatoires, quand c'était à 7 ou à 6, ben ils marquaient 50 buts et plus. Là, comment c'est parti, le CF Montréal, c'est peut-être 40 buts qu'ils vont marquer. Et je dirais que pour encore un peu aider la défense, ou du moins soulager la défense, c'est que si tu produis de l'attaque, ben ta défense, à un moment donné, elle se dit, tu sais, l'année dernière, la chose que on a remarqué beaucoup, ils sont revenus de l'arrière souvent des matchs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une confiance dans ce qu'ils étaient capables de porter offensivement. Peu importe qu'ils tombaient à 1-0, ils avaient cette résilience de dire hey, on va en mettre 2 ou 3, on crée des occasions. Pas pour rien qu'ils étaient une des meilleures attaques l'année dernière. Cette année, mais le dernier match, est-ce qu'on peut dire référence, c'est que sur les situations qui ont été positives offensivement, il y a du monde dans la surface. C'est plus juste au fort, puis on met un centre, puis ça passe sa tête, c'est fini. Là, on a vu sur le but au fort, ou du moins le but contre son camp, ben Mathieu Choignard s'en venait. Il y a 10, ça arrivait de l'autre côté. Là, on arrive en vague, et puis je dirais qu'il y a une meilleure construction sur les côtés. Mais jusqu'à présent, oui, on n'a pas vu une équipe offensive. On a vu une équipe qui tire de loin, qui cherche. Et le dernier match, on a vu des patrons, ça veut dire des combinaisons qui étaient intéressantes. Et s'ils peuvent les continuer, ben ils vont se faire confiance à dire, moi je pense à Duke qui décale vers Herrera. Ça, on l'a rarement vu où ce que le gars peut arriver et juste mettre un centre très rapidement. On a vu de la vitesse. Mais jusqu'à date, oui,
le secteur offensif et les stats que tu as montré, ben on est derrière. On est quand même derrière de loin. Quand on est le 29e, on est même derrière du 28e par quelques points dans expected goals ou dans tout. Donc, il y a du travail à faire sur le flanc offensif. Mais Herrera a dit la différence contre les Red Bulls, c'est qu'on s'est donné plus. Il dit à la 80e, j'avais des crampes parce que justement, c'est pas qu'on n'est pas en forme, c'est qu'il a fallu donner un effort presque surhumain. Est-ce que c'est tenable parce que il y a de ça dans le discours de Losada ou dans le discours des joueurs. Il faut se donner encore plus, il faut aller encore plus loin. Est-ce que c'est viable? Parce que quand tu as Kyoto devant, là, et puis j'entends des gens au club dire arrête, Fred, arrête. Et quand tu as Kyoto de même, puis qu'il faut donner l'effort de plus, il y a des joueurs qui vont briser dans cette équipe-là. Est-ce que c'est viable à la longue? Ben, moi, je crois que c'est tout dépendant de comment tu prépares ton équipe physiquement. Tu sais, on en a parlé là, des blessures en départ de saison. Là. Et si tu as un style d'une certaine façon que tu veux jouer, ben, ton équipe doit s'entraîner de cette façon-là. C'est comme ça que tu conditionnes les joueurs à être prêts à ta forme de jeu. Certains n'ont peut-être pas l'étendard, mais ils vont être meilleurs, ils vont être optimisés, être capables de le faire. J'ai lu un article déjà de Deserbi, entraîneur qui est maintenant à Brighton, qui a remplacé Graham Potter. Puis lui, il l'a mentionné. Il dit, moi, mon objectif, c'était de vendre aux joueurs qui sont considérés de talent, d'habileté, qui sont plus offensifs que défensifs, mais que, tu sais, travaille pour 2, 3, 4, 5 secondes pour récupérer le ballon, pour qu'on l'ait encore et qu'on puisse être capable de maîtriser le jeu ou du moins d'avancer. Donc, pour moi, l'Osada, et pour rapport aux joueurs, je pense c'est les conditionner puis à leur vendre que c'est ça ta façon. Certains n'ont pas les aptitudes, mais au moins, le dernier match, ce que j'ai aimé, c'est que l'intensité et l'explosivité, il y en avait. Que les semaines d'avant, c'était terne. Tu disais pas c'était une équipe qui avait de l'air d'être entreprenante juste dans l'état d'âme de l'émotion puis de l'attitude et de l'intensité. Et ça, le maintenir, je pense que si tu t'entraînes bien, tu le sais. Puis regardons les Red Bulls et compagnie. Ce sont des méthodes qui ont été appliquées. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent le moins le faire. Mais si c'est ça ta façon, ben, les joueurs vont suivre. Et ceux qui ne peuvent pas suivre, ben, ils ne suivront pas. Puis tu vas devoir faire des choix d'aller avec les joueurs qui sont capables de, justement, appliquer ton style de jeu. Ça demande des équipes plus jeunes avec ce style de jeu-là, oui, Vincent? Je pense déjà, à la base, c'est que tu as toujours besoin quand même de quoi? De 5-6 matchs avant d'avoir vraiment tes jambes au début de l'année. Puis je pense que les premiers matchs ont été mauvais de ce point de vue-là, du côté de l'impact, du point de vue de l'engagement physique et des éléments qu'ils mettaient dans le match. Fait que là, ils sont en train de réaliser c'est quoi concrètement que ça prend dans ce style-là pour aller gagner, puis ça va devenir un standard. À chaque fois, ils vont pas remettre un petit peu plus, ça va devenir ça. Donc je pense que oui, c'est viable. Après, tout le monde ne sera peut-être pas fait pour ce système-là. Puis on faut pas oublier qu'on en est au début de l'ère Losada. On en est à façonner l'équipe de Losada. Je dis l'équipe d'attaque qu'on nous a vendue. Déjà, je suis pas d'accord avec cette prémisse parce que moi, ce qu'on m'a vendu dans la pré-saison, c'est une équipe qui allait régler ses problèmes défensifs. Il a insisté là-dessus dans tout son discours de la pré-saison. Et c'est là où c'est le plus décevant parce que ça, on n'a pas vu. Après, l'attaque, quand ton bloc il est structuré, il est cohérent, il est équilibré, je pense que là, ça va venir. Mais à partir du moment où tu es si vulnérable et que tu prends 2-3 buts si rapidement à chaque fois, que t'as pas le ballon, que t'as pas de fond de jeu, l'attaque, oui, elle va en subir les conséquences. Mais moi, c'est du point de vue défensif où j'étais très déçu et où j'étais un peu plus rassuré samedi. Mais il y a des joueurs qui seront pas faits pour ce style-là. Et puis il y a des joueurs qui vont partir à un moment donné, qu'on va faire partir également, et on va faire venir d'autres joueurs qui correspondront davantage à ce style et qui seront capables de le pratiquer. Ça va devenir ça le standard. Donc, je pense que le message est passé. Je pense qu'ils savent ce qu'il faut faire maintenant. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils l'ont épousé dans ce match-là. C'est ça qui me fait plaisir, parce que c'est ça qui était devenu la conversation. À quel point les joueurs veulent ou veulent pas, est-ce qu'ils aiment le coach, ils aiment pas le coach, ça devenait un peu n'importe quoi et ça nourrit les fantasmes. Moi, j'ai vu des joueurs et des leaders. Et là, c'était important que ces leaders-là montrent et sortent ce genre de match, des leaders qui ont joué comme il fallait jouer, comme l'entraîneur voulait qu'ils jouent, et ils ont été des leaders, en l'occurrence, dans ce match-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est référence aussi pour la suite. Qui manque le plus en ce moment? Lapalainen, je vous donne 4 choix, OK? Parce qu'il y a beaucoup de blessés. C'était quand même une trame narrative importante pour le CF Montréal. 4 choix. Lapalainen, Piet, Kyoto, puis je mets Toy aussi. En même temps, je comprends que Toy, ça demande un effort d'imagination si vous prenez Toy comme réponse. En même temps, je disais que Toy, c'était celui qui pouvait remplacer numériquement, du moins en but puis en passe, Mihailovic en partie.
Ben, j'en ai deux. J'ai commencé avec le premier, Romel Kyoto, parce qu'on parlait de l'attaque. Ouais. Quand il a été là, ils ont généré quelque chose. Quand il n'est pas là, il génère pas parce que lui, il bouge. Puis, tu sais, quand je parle, reparlons à Austin, c'est lui qui fait la passe à Sean Ria. Même s'il ne marque pas, il crée les opportunités. Et là qu'il n'est pas là, ben, il tient bien le ballon. Puis autant que j'aime fort parce qu'il est travaillant, mais il est comme brouillon avec le ballon. Tandis que Kyoto, quand il l'a, ben, il retient, puis l'équipe maintient la possession. Donc, je pense à ce niveau-là. Puis je dirais un peu dans l'entrejeu Samuel Piet, parce que tu as besoin de le gars qui récupère le ballon. Si le style Losada a besoin de quelqu'un qui met le pressing, puis sa force, c'est quoi? Récupérer le ballon, briser je veux dire, anticiper des lignes de passe. Dans la récupération, on l'a vu le dernier match, je pense, Mathieu, on a récupéré 7 ou 8 ballons, puis Victor, c'est que 4. Et Sam, sa force, c'est ça, c'est d'appliquer le pressing rapidement et d'essayer de récupérer le ballon pour que tu puisses donner à ceux qui sont supposés s'exprimer un peu plus offensivement. Donc, Romy Kyoto pour l'attaque et Piet parce que dans l'entrejeu défensif, je pense qu'il est une pièce très importante dans le pressing sur le ballon. Vincent, même chose? Je suis d'accord avec les deux. Je pense que ce serait quand même un peu cruel de ne pas répondre à Romel Kyoto. C'est le meilleur buteur de tes 3 dernières saisons. Puis quand il est là, c'est pas la même équipe. Il y a un potentiel, une puissance offensive, un punch qui n'existe pas lorsqu'il est absent. C'est réel. Les buts et les passes qu'il a faites durant les 3 dernières saisons, ça s'invente pas. Tu as besoin de ces joueurs-là. Et ils ont un coût, ces joueurs-là. En l'occurrence, le rapport qualité-prix de Kyoto, il est très très bon. Donc, en plus de ce point de vue-là, c'est vraiment un bonus pour l'équipe. Après, pour Piet, je suis un peu partagé dans le sens, ça aurait été ma deuxième réponse. Je suis un peu partagé, mais parce que là, on en vient à Mathieu Chouanière. Pour moi, Mathieu Chouanière, c'est celui qui a été le meilleur aux côtés de Victor Wanyama en milieu central depuis le début de la saison. Il y en a plusieurs qui ont défilé. Il y a eu Liadis, il y a eu Zouia, il y a eu Saliba. C'est vraiment celui, je trouve, qui a été le plus complémentaire et où on a un élément de recette. C'est-à-dire que dans ce système-là, le Wanyama que j'ai vu l'autre jour, il peut me convenir. C'est-à-dire, il reste beaucoup plus proche de la défense, il s'occupe des deuxièmes ballons, il fait du Wanyama, puis il oriente plus facilement le jeu sans prendre trop de risques. Et on sait qu'il a une capacité de jeu long qu'on a découvert l'an dernier parce qu'il le faisait pas avant, qui est quand même intéressante. Puis Chouanière, il peut être cet élément avec beaucoup de volume qui va te faire tout le reste. Fait que ça, j'aime ça. J'aime cette combinaison. Puis après, t'as les deux de côté, t'as Duke. En fait, tu as comme Chouanière et Duke qui sont différents paliers pour la relance. Tu as un élément de profondeur avec Lassiter ou Kyoto et tu as ton pivot avec Ofor. Tu en as plein des solutions. Ça, je trouve ça assez cohérent. En même temps, la réalité, c'est que Chouanière, même s'il a été le plus convaincant là, il est décisif sur le côté. Contre Philadelphie, il est impliqué sur les 3 buts en étant sur le côté. Le but qu'il met contre les Red Bulls, le deuxième, c'est quand il est sur le côté. Et il n'y a personne qui va chercher ces buts-là. S'il n'est pas sur le côté à ce moment-là, il n'existe pas le deuxième but. Fait que c'est là où je suis partagé parce que je le préfère dans le centre et il apporte un meilleur équilibre. En même temps, il est décisif sur le côté. Fait que je suis intéressé de voir qu'est-ce que va faire l'Osada avec ça. C'est peut-être un faux problème, mais quand tous ces gars-là reviennent à Palainen, Kyoto, Piet, exemple, si ça arrive cette année, Chouanière est-tu dans le 11? Moi, pour moi, il doit commencer. À la place de qui? Moi, pour moi, il est mieux Avec dans l'axe parce que les matchs qu'il a commencé dans l'axe, Nashville, à chaque fois qu'on l'a mis sur le côté après, en la deuxième mi-temps, ben, l'équipe, elle a baissé. Qui jouait en milieu offensif ou milieu central, la minute qu'on commençait le match, à Austin, à Nashville ou même à New England, et dès qu'à la mi-temps, on fait des changements puis on le met à gauche, je trouve que là, on perd Mathieu et dans l'entrejeu parce qu'il a du volume, il est capable de faire ses courses. Et même à Austin, ce que j'aimais, c'est qu'il jouait en déviation. Tu vois qu'il était un peu plus créatif, qu'il commençait à retrouver ses repères de quand il jouait milieu offensif à l'académie. Donc, pour moi, il doit être là. Je sais qu'il y en a qui vont parce qu'ils vont par les aptitudes d'habileté offensive. Il y en a beaucoup qui sont comme Duke et Rhea. Ou, tu sais, on pourrait mettre Hamdi, mais lui, il est pas en faveur. Moi, Mathieu, si les autres reviennent, il doit être là dans le milieu parce que je trouve que il a sa capacité à aller vers l'avant et sa capacité d'être au milieu. Il apporte beaucoup d'énergie et aussi d'être différent de ce que l'autre joueur à côté de lui va être, que ce soit Duke ou que ce soit avec Wanyama. Parce que, comme il a dit, là, après ça, c'est de voir est-ce que c'est comme Wilfried Nancy qui, lui, aimait avoir une équipe plus défensive à l'extérieur, avoir Wanyama Piet. Puis quand ça arrivait à domicile, il mettait Malconey plus souvent avec Wanyama. Ça dépend. Ça se peut, Rhea et Duke, en même temps. Mais tu vas me dire tout se peut, là, mais il me semble, est-ce que l'analyse est trop petite en disant ça manque un peu
de présence au milieu physique. Parce que les deux sont très bons, puis je veux pas non plus... mais Duke et Rhea, tu te dis pas, je vais passer une soirée super difficile. Non, Mais mais là, t'as les deux derrière, hein. T'as les deux milieux centraux derrière, puis Duke. Moi, faut pas sous-estimer. Moi, j'ai adoré son activité, son ardeur au Ouais. travail samedi, hein. Le gars, il s'implique, hein, aussi. Il va te les récupérer le ballon, il va te mettre le pressing. Et puis, pendant que Miami a perdu Grégory, on l'a fait jouer en 6,5 du côté de Miami. Il peut faire beaucoup de choses au milieu de terrain. Moi, ce qui m'intéressera de voir, plus que, je t'avoue, Duke et Rea, c'est est-ce que Losada va faire un Duke Miljevic que lorsque Miljevic sera revenu. C'est ce qui fait son 3-4-2-1 avec les deux numéros 10. Moi, j'adorerais voir ça. Est-ce que ça se teste, en fait, pour voir à quel point ton équipe, elle est équilibrée. Je pense que de ce point de vue-là, tu verras quand même Duke peut-être un peu plus proche de Chouanière, par exemple. Mais bon, on verra, mais ouais, c'est intéressant. Pat, tu veux le rajouter? Non? non, On parle-tu de moi, Kansas City, peut-être? ouais, on peut passer à Kansas City, mais comme Parce je te dis, que, Duke, c'est juste, c'est un bon joueur. C'est pas un Mihailovic. Il n'est pas de dernier tiers. Il est plus un joueur qui aime faire partie de la création et du développement de jeu. Puis on le voit, il décroche. Il décroche. Donc, c'est pas un milieu 10 qui reste là puis qui attend le ballon. C'est quelqu'un pourquoi? Pourrait peut-être être mis à côté d'un Wanyama dans des situations où on met un Mihailovic en 10 et deux attaquants. Parce qu'on oublie Ariel Lassiter, il apporte quand même quelque chose même s'il n'est pas un milieu offensif, en étant un deuxième attaquant qui aime bien occuper le couloir gauche. Ça va être intéressant s'il va maintenir un milieu offensif ou s'il veut en avoir deux, ou du moins va être capable, quand Milevic revient, d'allier les deux formations quand il le veut. OK, en fin de semaine, c'est Kansas City pour Montréal. C'est les deux pires équipes, en fait, les deux derniers, les deux lanternes rouges, Est et Ouest. Pauvre Kansas City, ils sont toujours dans l'effet post-Cristiano Ronaldo, hein. Et ils sont encore... Après Cristiano Ronaldo, c'était pas top non plus, hein. Non, c'est ça. Mais post, c'est Cristiano Ronaldo qui a fait dérailler le Sporting Kansas City depuis un an aussi. Je vais commencer par cette question-là. Si vous êtes un partisan, à court et moyen terme, préférez-vous être un partisan du Sporting Kansas City ou du CF Montréal? J'ai de la misère à décréter justement les critères pour répondre à cette question-là. Pour moi, Sporting sont un peu où ce que le CF Montréal a été ou est des dernières semaines. Donc, beaucoup de blessures. Là, ils viennent juste de signer 3 joueurs de MLS Next Pro pour jouer la US Open qu'ils ont joué hier soir. Donc, tu te vois qu'ils ont beaucoup de soucis. Pulido, ça fonctionnait pas. On était chercher Willy Agada. Il se blesse, cassé la jambe, il est out. Donc, on dirait que Graham Soucy était questionnable en fin de semaine. Donc, tu sais, eux autres aussi ont un peu il y a des similitudes dans beaucoup de joueurs blessés, n'arrivent pas à provoquer. Je suis même surpris parce que si vous avez vu les matchs, ils créent quand même des occasions de marquer. Ils n'ont pas été très efficaces devant le but. Mais voilà, on dirait que Peter Vermes, même avec son contrat de 5 ans, là, il y a du travail à faire là-bas parce que c'est plus les équipes de Vermes qu'on connaissait avant. Puis Johnny Russell n'est plus aussi dominant, du moins présentement. Donc, leurs 3 joueurs désignés, hein, Russell, 33 ans, Pulido, qui n'est pas l'ombre de lui-même, mais on va lui laisser peut-être du temps, Pulido, 32, Kinda aussi, qui vient de revenir, 29 ans. Je sais pas aussi, à cette question-là, je la trouve intéressante, mais je sais pas par où la prendre. Sporting Kansas City, je regardais aussi. Sportico. Bref. Sportico. Alors, 575 millions, c'est la franchise du Sporting Kansas City, la valeur face à 390 millions Montréal. Puis, sur Transfermarkt, la valeur, je sais pas ce que ça vaut, ça aussi. La valeur du groupe, 36,7 millions d'euros. La valeur du groupe de Casey, le groupe de joueurs. Puis celui de Montréal, 27,05 millions sur Transfermarkt. Market. Je sais pas ce que ça vaut aussi. Tu sais qui est le deuxième joueur le plus valorisé par Transfermarkt du CF Montréal? Deuxième, oui, parce que le premier, c'est Victor Wanyama. Le deuxième. au niveau de son frais de valeur de vente. De sa valeur, ouais. Puis techniquement, Transfermarkt, la valeur, c'est la valeur du marché. C'est un international canadien, j'imagine. Oui. Parce qu'il a participé à la Coupe du Monde, fait que ça doit être un Waterman ou Piet. Piet et Waterman, en fait. Ouais, c'est ça. À Ouais, mais c'est normal, ils ont participé à la Coupe du Monde. Mais
Mais ouais, bah, ça a une valeur. Hein. T'es joueur international et tu participes à la Coupe du Monde. Boum, tout de suite, tu prends. Mais tu sais, pour répondre à ta question, je dirais, bon, c'est totalement subjectif. Qu'est-ce que tu préfères? Ça va dépendre d'une personne à l'autre parce que ça dépend aussi de ce que tu penses du projet sportif. Il y a beaucoup de partisans du CF Montréal qui vont dire je préfère Kansas City parce qu'ils investissent. Ils n'ont pas peur là d'aller prendre Cristiano Ronaldo par exemple. Ils ont essayé ou Pulido ou tout ça, ça a coûté de l'argent ça. Ils ont de l'ambition, ouais. Ou du moins Bah, l'ambition de dépenses. ouais, parce que tu peux avoir une ambition avec un autre projet sportif aussi, mais ouais, ils ont pas peur de dépenser. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans du CF Montréal qui aimeraient avoir ça. Maintenant, moi, je préfère le projet du CF Montréal. Je le dis, c'est pas une façade. Je l'aime ce projet-là, mais faut quand même pas oublier que c'est le Sporting Kansas City, ça faisait partie de la royauté de la MLS il y a pas si longtemps. C'était pas le cas du CF Montréal. Donc la dégringolade du Sporting Kansas City est plus grande, peut-être même plus inquiétante, parce que Peter Vermes, normalement, il n'est pas là pour partir. Puis quand il partira, qu'est-ce qui arrive de lui? Est-ce qu'il devient directeur sportif? Si c'est le cas, il n'est pas parti non plus. Fait que je sais pas trop quoi faire de cette équipe-là. Ce que je sais, c'est que là, il commence à vraiment avoir une tendance. Il y a eu des saisons où Kansas City avait peut-être un peu moins bien, mais remonté l'année d'après tout de suite. Là, ça va faire 2 années consécutives. Ils ont terminé 12e de l'Ouest l'an dernier. Et pour l'instant, la prémisse de 2023 est pas du tout encourageante. Donc là, va quand même falloir se poser des questions, peut-être pas sur l'entraîneur. J'imagine que c'est les joueurs qui vont écoper en premier, mais on est à la veille de brasser les cartes, j'imagine, là-bas. Non. Oublions Parce pas, que, il y a c'est pas parce de que Russell 33, Polido 32, qui est sur une jambe, il va Ben, avoir une tempête là, à Kansas ils n'ont City. jamais remplacé Eli Sanchez. Hein. Donc, à la fin, c'est un gros souci pour eux autres dans la façon qu'ils voulaient jouer. Mhm. Et comme Vincent l'a mentionné, c'est vrai que avant, c'était une des équipes qui faisait les séries régulièrement après Seattle. Et là, ça fait 2 saisons qu'on se pose des questions. Et c'est juste que Peter Vermes, c'est lui qui a le tout contrôle là-bas. Il est le GM et le coach. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il se dit, ben, je dois laisser ma place à quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'équipe? Et là, c'est ce qui est difficile. Et tu t'entends ces paroles. C'est quelqu'un qui dit, ben, tu vois, OK, on a les blessures, mais on crée les opportunités. Donc, il manque d'efficacité. C'est ce qui semble souligner. Et puis, Johnny Russell l'a dit, la première mi-temps, ils ont vraiment pas bien joué la fin de semaine dernière. Et que la deuxième mi-temps, ben, ils ont montré un meilleur visage, mais le match était un peu déjà plié affrontant la Nouvelle-Angleterre et surtout sur la haute. Il semble générer aussi un peu moins de joueurs de l'académie, quoi qu'ils ont 8 joueurs formés au club dans leur effectif. Mais En sa ce force moment. avant, c'était surtout le draft, le repêchage. Il allait chercher des joueurs collégiaux qui finissaient par devenir des Ah, sort de où lui? C'est surtout ça, je pense. Quand tu regardes, il y avait Setinovic à gauche, tu avais Myers, et là je reviens loin, là, c'est quand Graham Soucy joue au milieu, mais il y avait toujours cette facette avant que leur académie produise des joueurs, sur dire, Gianluca Busio et compagnie. Il était capable d'aller chercher des joueurs collégiaux qui rentraient et rentraient à sa façon de faire, qui était pressing et puis d'être capable de conserver le ballon. Donc, tu sais, les autres, ils ont peut-être à revoir aussi au niveau du scouting, puis que, voilà, présentement, peut-être les jeunes de l'académie ils n'ont pas de génération qui produit 1 ou 2, 3 joueurs intéressants à jouer maintenant. Ouais. J'aime Rémi Walter, Walter en milieu de terrain, il est pas pire aussi, le français. Je sais Mais pas. bien sûr qu'il est pas pire. C'est pas du tout le même genre qu'Ili Sanchez, mais il est pas pire. Non, c'est vraiment intéressant. On va avoir l'occasion de le voir un peu plus ce week-end, surtout si vous êtes un partisan du CF Montréal. OK. On va faire une courte pause. De l'autre côté, ce qu'on va faire, tiens, on va parler de l'Est de la MLS. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va parler justement de l'Est, où on en est de ce côté-là. Restez là. OK, on est de retour sur les ondes de 11 Montréal, vraiment de retour dans l'immédiat, mais aussi dans l'ensemble aussi de nos productions. On va avoir à chaque semaine le balado qui va revenir et qui va être disponible naturellement sur Apple Podcast. J'espère j'espère qu'il va y avoir de rétroaction plus tard, ou du moins toutes ces commandites-là vont m'être payées de façon ultérieure. YouTube aussi, abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez. Vous pouvez nous voir aussi, nos belles gueules via YouTube aussi. OK, dans l'Est, double égalité en tête. Nouvelle-Angleterre, Cincinnati. Si vous avez à choisir une des 2 équipes, laquelle? Parce que j'ai regardé des matchs hier, j'ai de la misère à faire une tête, là, vraiment, par rapport à Nouvelle-Angleterre, Cincinnati. Les deux sont fait trosser quand même, avec 5-1 la semaine dernière, Saint-Louis, Cincinnati, ils ont perdu, ils sont quand même premiers. Puis Nouvelle-Angleterre, c'est Atlanta qui les a bafoués aussi 4 ans en début d'année, si je me rappelle bien. Laquelle est meilleure?
quelle équipe vous choisissez pour être vraiment celle qui est numéro 1 en ce moment? Mais la Cincinnati ou Nouvelle-Angleterre? Dans l'ensemble, je trouve que Cincinnati monte là. Ben, tu sais, je sais que les experts de prédiction les ont mis à être très haut. Moi, New England, je crois que l'année dernière, on l'avait dit, c'était une année un peu après la saison record, avec beaucoup de blessés, qu'ils n'étaient pas à la position qu'ils devraient être. Et là, ils reviennent dans les positions qui selon moi, devraient être. Et on a vu que Bruce Arena a fait la blessing est arrivé. Donc, pour moi, ils ont plus d'expérience. Et avant tout, sur le terrain, je pense que c'est une meilleure équipe en général que Cincinnati. N'empêche pas, Cincinnati est une bonne équipe cette année. Ils ont 5 blanchissages. Donc, ils font bien. Mais Carles Gilles, Bou, quand ils sont en santé. Puis là, tu as Vrioni qui a marqué dernièrement. Donc là, il rentre en faveur parce que lui qui ne commençait pas dernièrement. Je trouve que en tout, c'est une équipe mieux rodée. Et pour moi, ils sont premiers au niveau de leur statut sur papier et des présences, des performances. Est-ce qu'on est trop chien avec Bruce Arena? On a l'impression que Bruce Arena, c'est pas un tacticien, mais ça n'en est pas un grand tacticien. On va être d'accord. Est-ce qu'on est trop chien en disant que c'est un vieil entraîneur qui fait des Non, mais je lui trucs donne, classiques, parce gros que classiques? je lui donne parce qu'il a toujours géré des vétérans. Et là, il est quand même allé chercher des joueurs un peu plus jeunes, si on veut dire, où il permet à des jeunes de jouer. Donc, c'est quelqu'un qui arrive quand même à bien se refaire. Ça fait longtemps qu'il est dans la ligue, là, puis qu'il maintient à avoir des équipes succès. Là, il a convaincu New England, qui était une des équipes les plus cheap de la ligue, à dépenser. Et c'est juste qu'il s'entoure bien. C'est quelqu'un qui est un bon gestionnaire d'hommes. Et il sait mettre les pièces à la bonne place et les laisser s'exprimer sans nécessairement dire hey, on va jouer comme ça, technicien, vraiment tacticien avant tout. Je pense que c'est surtout qu'il gère bien les égos et il gère bien les leaders qui permettent au reste de l'équipe Vincent, d'avancer. Pat choisit Nouvelle-Angleterre. Tu choisis Nouvelle-Angleterre ou Cincinnati? Euh, pour mon choix du cœur, ce serait Cincinnati parce que je préfère les joueurs qui composent cet effectif-là. J'aime beaucoup Acosta, j'adore Nwobodo, Vasquez, mais la Nouvelle-Angleterre est une meilleure équipe qui est beaucoup plus prête à gagner et avec des éléments qui s'en vont de nulle part. C'est une équipe expérimentée là. Tu sais, Hill, même Bou, même s'il arrive en fin de contrat, ils n'ont pas en tête là de faire le saut peut-être cet été ou en fin d'année en Europe. Alors que tu peux absolument pas dire le cas. C'est pas la même chose pour Cincinnati. C'est peuplé de gars. Là, Brenner qui est là sans être là. Pareil pour Vasquez, tu sais pas à quel moment il va partir. Il y en a plein des joueurs de l'équipe de Cincinnati qui peuvent avoir la tête ailleurs à n'importe quel moment. Et je sais pas trop ce que ça va donner sur le long terme. Bref, moi je pense que Nouvelle-Angleterre, c'est une équipe, comme l'a dit Pat, qui est extrêmement expérimentée, qui l'a fait il y a 2 ans. Qui est devenue il y a 2 ans la meilleure équipe de l'histoire de la MLS en saison régulière. C'est essentiellement la même équipe, mais qui a été renforcée par quoi? Par d'autres éléments d'expérience. C'est-à-dire que quand il recrute, Bruce Arena, c'est là où il a du métier, c'est qu'il fait des équipes que lui aime et qu'il sait qu'il peut coacher. Fait qu'il va chercher Dave Romney, il va chercher Latif Blessing, il va chercher des éléments pareils. MLS, Bobby Wood. expérimenté. Et puis être un entraîneur, là, on vit à l'époque où tout le monde est un Pep Guardiola. Être un entraîneur, c'est pas non plus juste des X et des O, c'est savoir fédérer un vestiaire, mettre les éléments à la bonne place, comme dit Pat, puis ultimement mener ton équipe à la victoire. Et c'est ce qu'il fait très bien. Mais je pense que pas le long terme là, mais sur le long terme de la saison, la Nouvelle-Angleterre est une équipe plus solide, plus expérimentée et qui a plus les moyens d'aller au bout, d'aller gagner les trophées. Je nomme la suite du classement. Dites-moi si c'est meilleur que Nouvelle-Angleterre. Atlanta, c'est meilleur que Nouvelle-Angleterre? Oui, ça peut l'être, ouais. Ouais. Ouais, sur papier, talent, oui. Puis elle est Moi, bien j'en reviens organisée pas. cette année. Elle est bien J'en reviens organisée. pas du 6-1. Puis à chaque fois que je les regarde, peut-être que j'ai un billet, là, le 6-1 contre Columbus. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé de leur dernier match Atlanta aussi contre Chicago, puis Danny, comment il s'appelle? Il disait, hey, la seule défaite, là, il tempérait la défaite de 6-1 en disant, il n'y avait pas Giacomakis, il n'y avait pas Almada, il n'y avait pas Miles Robinson. L'autre bord, il n'y avait pas Zelarayan, il n'y avait pas Cucho Hernandez, il n'y avait pas Degenek aussi. Je trouve que Pineda s'est fait out-coacher par Wilfred Nancy, puis on dirait, puis encore là, c'est un billet que j'ai, puis c'est le filtre que j'ai, mais encore contre Chicago, je ne les ai pas trouvés extraordinaires. C'est un match qui aurait dû
Là, ils sont dans un petit creux, là, ça se voit dans leur performance, dans leurs résultats, mais ils s'en sortent quand même bien. Faire attention, parfois, je trouve, aux vérités qu'on ressort des matchs. Tu vois, Charlotte a battu Columbus. Charlotte n'est pas une meilleure équipe que Columbus. Et Wilfried Nancy, pas un plus mauvais entraîneur que son homologue de Charlotte. Fait, des fois, la vérité des matchs, elle nous échappe et il peut se passer plein de choses. Mais moi, je trouve, en plus, on lui a parlé à Pineda en début d'année, que sa réflexion tactique, elle est super intéressante, que son équipe, elle est très organisée, couverture préventive de tous les instants. Ils vont en perdre quelques matchs. C'est la MLS, ils vont en perdre quelques matchs. Mais pareil, sur 34, ils vont en gagner beaucoup plus qu'ils vont en perdre. Et la somme des talents, à un moment donné, si tu es bien organisé, si les éléments sont en bonne place et qu'il y a un vrai équilibre, normalement, ce talent-là, il va parler. Je pense qu'Atlanta peut faire quelque chose de pas mal. Philly est meilleur que Nouvelle-Angleterre, Pat? Pour Philly, c'est la malédiction de la Ligue des Champions. Ouais, Philly, on sait que tu le sais, tu le vois là. C'est concentré sur la Ligue des Champions. Et je dirais que pour Philly, la meilleure chose pour eux autres cette année, c'est de ne pas être premier de l'Est. Parce que quand tu es premier de l'Est, on dirait que l'année passée, vous l'avez vu, bon, ils vont gagner la Coupe, Là, eux autres, c'est Ligue des Champions, faire les séries et d'arriver dans les séries, ben, où est-ce qu'ils veulent aller, c'est gagner la Coupe. Je pense que le Super de Shield, c'est pas intéressant pour Philly. C'est sûr que tu finis premier, mais là, ils mettent leurs jeux tout dans le même panier pour la Ligue des Champions. Et oublions pas, c'est la meilleure défensive avec considéré le meilleur gardien de but. Et l'année dernière, je pense que c'est le meilleur défenseur qui sort de leur équipe. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui a ajouté quelques morceaux. Et là, entre eux et la Nouvelle-Angleterre, ça se joue pas à grand-chose. Puis leur système, là, on regarde où est qu'il l'année passée ne marquait peut-être pas autant. Là, franchement, il prend confiance. Moi, entre les deux, j'irais avec Philadelphie parce que la défense, ils ont un gardien de but qui peut gagner un match par lui-même. Puis je dis pas à New England, ils ont quand même Petrovic. Petrovic, je veux dire. Ils ont les deux meilleurs gardiens en ce moment. Blake puis Petrovic, c'est les deux meilleurs. Et ça se compare, mais je dis que la défense de Philadelphie ou sa façon de jouer lui permet de plus gagner des matchs 1-0 que New England. Et tu vois, c'est là le bémol que je mets parce que c'est là où il m'inquiète. Puis je sais qu'on peut dire Ligue des Champions. Ok, Ligue des Champions, puis on verra. Déjà, on en a vu plein des équipes ne pas savoir rattraper le fil après coup, même s'ils se sont dit ah ça va être correct. Mais c'est que même quand il a mis sa bonne équipe, c'était le cas d'ailleurs au Stade Olympique face au CF Montréal, ils prennent des buts qu'ils prenaient jamais avant. Philadelphie. Alors c'est là où je me garde une petite réserve sur vraiment le constat, parce qu'on verra quand la Ligue des Champions sera passée. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions d'ailleurs cette semaine, mais là ils ont déjà pris 13 buts. Moitié du total de l'an dernier. Ils en avaient pris 26 sur toute la saison. Et c'est juste, je te dis, la façon qu'ils encaissent, avant, ça marchait pas. Je sais pas s'ils ont, il y a un petit truc qui s'est, un peu de sable dans l'engrenage ou pas. Pour l'instant, je dirais Nouvelle-Angleterre parce que je pense qu'ils sont plus solides sur ce qu'ils montrent là. On verra post-Ligue des Champions. NYCFC, ils sont jeunes, hein, NYCFC. Puis, avez-vous vu, en fait, semaine, Santi Rodriguez joue avant-centre. Ouais, mais même s'ils sont jeunes, ils ont du talent. Hein. Quand tu repenses qu'ils ont Talo Magnès, dès qu'ils ont fait revenir Santi Rodriguez, parce qu'au début, c'était pas sûr qu'ils reviennent, dès qu'ils ont fait revenir, ils ont Pereira, Rodriguez. Cette équipe-là, elle est jeune, puis elle a une façon de jouer. New York City FC a son moule. Et moi, j'avais peur parce que Maxime Morales partait, puis de ce que je savais, c'est qu'il avait vraiment une très grosse importance dans le jeu. Mais ils ont tellement de bons jeunes joueurs que c'est même pas la jeunesse, eux autres. C'est juste tout le monde reste en santé, puis quand les fils vont se prendre, ils vont trouver une façon, ils vont rester à être une bonne équipe. Peut-être pas aussi dangereuse que dans le passé, mais ils vont toujours être. Ils vont recruter cet été, c'est sûr. C'est impossible qu'ils n'avaient pas cherché. Ils ont cette capacité-là. C'est vrai, ils ont cette capacité-là. Il y a un neuf qui arrive cet été, c'est que déjà qu'ils sont bons, plus vulnérables que par le passé, mais bons. En New York City, on peut toujours compter sur eux pour être top 5, top 6. Facile. On est presque au tiers. On n'est pas encore au tiers de la saison. Votre joueur par excellence, ça joue en deux en ce moment? Denis Bouanga. Almada? Oui, mais... Puis en préparant ça, j'ai mon joueur par excellence, c'est-à-dire le meilleur joueur de la Ligue en ce moment, c'est Denis Bouanga. Le joueur le plus utile à son équipe, celui qui est plus indispensable, Almada. Bon, moi j'aime bien Christian Espinoza à San Jose. Je dirais que lui, son flair offensif fait que San Jose a de l'attaque. Je pense qu'on l'utilise dans les fantasy là tous, là, mais c'est un bon joueur. Hein. Ouais, c'est vrai.
Si tu regardes ses statistiques, là, il est un des joueurs qui, sans penalty, génère le plus de expected assisted goals, tu sais, et il est déjà au nombre de buts qu'il avait l'année passée. Hmm. Donc, Oui, cette année, je pense, joueur important à son équipe, présentement. c'est Espinoza, c'en est un pour moi. Mais en même temps, Bouanga, il explose les défenses aussi en ce moment. Ah, Je mais sais pas si tu Bonga, as vu là, contre Nashville, il y a eu 4 occasions, je pense, contre Nashville la semaine dernière. Ah, Non, non, mais mais c'est toi qui as fait la distinction avec joueur le plus utile. Le meilleur Ouais. joueur, c'est Bonga. oui, Sans c'est souci. Bonga. Là, joueur le plus utile à son On est équipe, tous d'accord. pour moi, Christian Espinoza. Tu sais. Mais Ça devrait être 2 dans la trophées ou même ça veine ferait trop de qu'Espinoza, je trophées? pourrais dire Hector Herrera à Houston. Il est Ah, C'est vrai. essentiel ah. au résultat de Houston. Moi, je l'avais pas dans ma liste. Bon choix, ouais, bon choix. S'il y avait, OK, puis on finit peut-être là-dessus. Un secret bien gardé en MLS. Moi, j'avais Espinoza. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans l'angle mort présentement, qu'on mesure pas? Mais moi, je pense Julian Gressel à Vancouver, le facteur qui joue au milieu et non pas le latéral droit. Tu sais, on sait tous, c'est un milieu de formation. C'est comme ça qu'il est arrivé à Atlanta, mais il est devenu un piston droit de luxe avec tous les buts que Martinez mettait. Mais là, au milieu, tu sens que cette équipe-là à Vancouver a quelque chose de mieux. Il y a d'autres bons joueurs, mais je veux dire, lui, je trouve que il est un joueur qui apporte une différence à cette équipe-là. Il est capable de faire la dernière passe, il a du volume et que ça donne redynamiser les jeunes joueurs qu'ils ont à d'autres postes au milieu. Donc, Julian Gressel, cette année, tu sais, quand il est arrivé, je pense que c'est l'année passée qu'il est arrivé ou il y a un an, là. Mais là, on semble avoir trouvé son rôle et il apporte vraiment à Vancouver dans la création offensive puis dans son volume. Puis c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur MLS. Puis Hmm. dernièrement, a été sélectionné au mois de janvier. Là, je pense que c'est sa première sélection avec l'équipe Mais nationale. ouais, avec les États-Unis, hein. Donc, Ils sont top 5. À quel point ils sont bons, Vancouver? J'ai encore là aussi, j'ai peut-être un billet défavorable. Je pensais pas que. Puis on lui a parlé beaucoup cette année. Il est intéressant, Vanni Sartini. À quel point, puis à quel point cette équipe-là est bon. Top 5, Vancouver, dans l'Ouest, Pat? Non. je dirais pas top 5, mais j'aime comment il joue. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on avait déjà parlé en ondes, mais sans que là, au début, on ne savait pas quand il a remplacé Marc Dos Santos, ben, OK, c'est un bon motivateur, mais il n'y a pas vraiment d'idée de jeu. Puis là, tu sens que l'équipe qui a sur pied, là, c'est la première fois que je vois Vancouver qui a bâti quelque chose, pas alentour d'un joueur, mais une vraie, si on peut dire, identité dans laquelle ils Ouais. peuvent vivre et qu'ils ont des pièces qui permettent aux jeunes aux jeunes. Bon, ils ne sont pas si jeunes que ça, mais Ahmed et Becher, ben, ils ressortent plus parce que là, il y a quelque chose, un cadre qui leur permet. Moi, j'ai trouvé intéressant à avoir joué, mais je ne les mettrais pas top 5. Je dirais que c'est une équipe qui va se battre pour les playoffs, peut-être finir 6-7e, mais fort plus intéressant de Vancouver qu'on a vu dans les dernières années. Vincent, t'as un secret, une confidence pour nous? C'est quoi le secret? Ouais, j'avoue que j'aurais préféré te donner le nom d'une vraie pépite méconnue parce que là, je vais plutôt te donner le nom d'un joueur qui est quand même dans son prime et qui a un certain salaire déjà, mais je deviens très, très, très fan de Gaston Brugman du Galaxy. Mais Qui est ça, vraiment un super joueur. Super, super joueur. Puis en plus, tout le monde va regarder le match du Galaxy en disant, ah, Ricky Puig, Ricky Puig. Non, non. C'est Brugman qui est franchement, qui est meilleur. C'est l'élément le plus reculé du milieu de terrain, mais il est tellement parfait. Bon, il pourrait récupérer peut-être 10% de ballon en plus, il serait incroyable. Mais juste dans sa façon d'utiliser le ballon, sa vision, sa compréhension des espaces, les passes progressistes, il est fantastique. Il vaut quoi? Je sais pas c'est quoi son salaire, mais ça doit être autour d'1 million. Je l'adore. bien, t'as raison. Je l'avais, c'est ma dernière. Moi, en fait, j'allais plus loin en disant que le LA Galaxy est une bien meilleure équipe que son classement. On parlait de top 5 dans l'Ouest. LA Galaxy, c'est clairement un top 5 dans l'Ouest. Puis, écoute, encore là, ils ont les moyens. Ils vont sûrement aller chercher un ailier ou même un attaquant supplémentaire. Mais cette équipe-là est meilleure que ce qu'elle nous a offert depuis le début de la saison. Tu le vois que eux autres, c'est juste une. Il y a des équipes on parlait de CF Montréal, il y a des choses qu'on ne voit pas. Les Galaxy, il y a des choses que tu vois, c'est juste une question dès que ça déclic, là, peut-être la fin de semaine dernière, tu sais, le jeu, ils vont vers l'avant. C'est pas pour rien qu'il y a des gars comme Ricky Puig qui sont dans des stats assez haut. Puis tu te dis, écoute, c'est juste une question qu'une fois que ça déclic, ils vont marquer leur but, ils vont prendre leurs points. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait en départ de saison, mais les Galaxy, moi, cette année, je les mettais dans le top 5 de ce que j'ai vu l'année dernière. Puis un Ricky Puig qui semble avoir pris la baguette au niveau offensif. Et peut-être quelqu'un que Chicharito peut compter sur pour lui donner des bonnes passes décisives.
Donc, moi, je m'attends à ce que cette équipe-là, elle montre au classement tranquillement. Là. C'est la défaite qu'on a le Trafico 3-2 quand même aussi qui réveille, peut-être, qui révèle. Ah, peut-être. C'est les vertus en même temps d'avoir un truc intense qui te relance aussi, peut-être. À l'interne, c'est pas tout clair là-bas, hein, parce que les partisans, ils veulent la tête de Chris Klein. Là, et on sent que ils sont un peu tannés là, que LAFC est comme rendu l'équipe de Los Angeles quand eux autres l'ont toujours été. Mais je dirais que sur papier, les joueurs qu'ils ont, puis la façon de jouer, puis j'ai confiance en Greg Vanney, de sa façon de mettre les choses en place. Là. C'est intéressant ce qui se passe en plus là-bas parce qu'on voit un truc qui arrive pas dans le monde du sport. Là, c'est quasiment un film. Mais tu viens de mentionner le nom de Chris Klein. Effectivement, il y a un gros mouvement pour qu'il s'en aille. Il a envoyé une lettre aux partisans pour dire si l'équipe ne se qualifie pas pour les séries éliminatoires cette année, je m'en vais. Et là, on vit dans un drôle de parce que les partisans qui veulent sa tête sont comme je sais pas. C'est comme on fait pas les playoffs, on fait les playoffs. Donc, Mais c'est très étrange comme dynamique. Mais bon. Mais cette année, je sais pas, j'aime les partisans. Je l'ai toujours aimé, mais j'aime la sphère de partisans puis d'idées qui tournent autour de la MLS. Les partisans, ce qu'on fait avec les Red Bulls, ce que les partisans du LA Galaxy font depuis le début, ce que les partisans ici à Montréal font aussi. Je trouve que même le Twitter puis tout ce qui entoure la MLS, c'est assez cool si on compare à d'autres ligues nord-américaines aussi c'est une communauté assez le fun, la MLS jusqu'ici. T'avais un secret bien gardé, Fred? Vous avez, en fait, c'est peut-être pas visiblement un secret parce que j'avais LA Galaxy, puis Brugman particulièrement, mais cette association Brugman Ricky Pouge qui est hallucinante depuis le début. Puis j'ai vu beaucoup, je sais pas, j'ai vu beaucoup de matchs de LA Galaxy. Je me suis intéressé contre Portland, j'ai vu le El Trafico, j'avais eux. J'avais Christian Espinoza aussi qui est secrètement, mais en même temps, plus ou moins secrètement, mais il devrait être nommé parmi les joueurs par excellence cette saison. Et de ce point de vue-là, parce que tu as cité une équipe, je veux juste dire un mot sur Houston. J'ai lu une entrevue de Ben Olsen dans The Athletic il y a quelques jours, la semaine dernière, quelque chose comme ça. J'ai bien aimé parce que son discours, il est aux antipodes du Pep Guardiolisme dont je parlais un petit peu plus tôt. Lui, c'est peut-être un peu vieille école, mais non. Arrêtez avec l'identité, c'est un mot qui fait le buzz, tout le monde parle d'identité, moi je m'adapte un peu de match en match. Pareil, tu sais, ma mission première, ça a été d'aller voir Héctor Herrera et lui dire c'est ton équipe. Si toi t'es pas bien, on va pas être bien. Je sais pas, il a un discours un peu rafraîchissant. Je dis pas que c'est quelque chose à suivre, mais en même temps qu'il y en ait un qui s'assume d'aller à l'encontre d'une espèce de tendance où tout le monde y va, même si ce sont pas tout le monde a une culture, tout le monde a une identité. Ça aussi, exactement. Je trouvais ça super rafraîchissant. Il a non, c'est pas ça. Puis en même temps, il a du succès avec une recette simple. Enfin, succès. Houston, c'est quoi? C'est 4 victoires, 3 défaites, 1 nul. C'est bien. C'est mieux que ce qu'il y avait avant. Puis je trouve que le fait qu'il forme un duo très solide et proche, il a la proximité entre lui et Patton Stade, c'est plutôt une bonne recette pour se sortir du pétrin avec parce que ils étaient. On savait que Ben Olsen, c'est pas un coach tacticien là. C'est quelqu'un qui est proche des joueurs. À DC United, quand il a eu des bons talents, Dwayne De Rosario et compagnie, il a eu des résultats parce qu'il est bon dans le man management. Mais c'est pour ça que quand il était allé à Houston, on se posait des questions. OK, je comprends qu'il est proche de pas dans le stade, mais est-ce que c'est un coach nouvelle tendance? Lui, il est plus dans la sphère Bruce Arena, sans avoir tout le même succès, mais c'est quelqu'un qui reste proche puis qui devient, on s'ajuste à l'adversaire, mais à la fin, tant que les cadres sont bien, eux autres, ils vont gérer l'équipe. Moi, j'avance de même. Et ça, c'est pour dire que la recette de coaching, il n'y en a pas une, mais souvent, les meilleurs gestionnaires d'hommes restent plus longtemps, ou du moins ont du succès, que des coachs qui sont trop focalisés sur la tactique et oublient la gestion des humains qu'ils doivent faire alentour. En ce sens-là, moi, je pense toujours à la même affaire quand on parle de ça, de Sir Alex Ferguson. Tout le monde disait qu'il a duré 20 ans, puis ça va être la même chose dans le leadership, en entreprise aussi. Tu peux pas durer en étant tout seul, puis il faut constamment revenir sur tes idées puis rafraîchir tout ça.
Ferguson, c'est son entraîneur adjoint. Souvent, même, il en congédiait un, ou du moins, il en changeait un à chaque année ou à chaque 5 ans aussi, Oui. puis il repartait sur un autre cycle pour avoir une infusion de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de remise en question aussi. Mais ça restait la même personne qui était supposément, ce que plusieurs le critiquaient, incapable d'être un super tacticien, ou du moins quelqu'un qui était à l'entraînement. Il n'est pas capable moi, de j'ai faire un toujours aimé entraînement si sa vie en dépendait aussi sur Alex Ferguson. j'ai toujours aimé la Premier League parce que le coach, c'est un manager. Ils disent pas coach. Lui, il a un first team coach. Quelqu'un qui est peut-être le tacticien. Il a eu, je pense que c'est Brian Kidd. Il a eu Carlos Queiroz. Là, si tu t'entoures bien, c'est là le leadership. C'est pas d'être, ah oui, moi je veux te dire, c'est comme ça qu'on va tout faire. C'est non, j'arrive à... Même Pep Guardiola, là, il a souvent une deuxième personne qui pense un peu comme lui, mais différemment. Il a eu Arteta. Dernièrement, il y en a un nouveau. Puis, c'est parce que constamment, tu ne peux pas être celui qui donne le message. Jürgen Klopp, c'était son adjoint le cerveau aussi. Ouais. Et c'est souvent le gars d'après qui voit les choses sur le terrain, qui est le tacticien, le poseur de compte, on va dire. Puis c'est pour ça que les bons coachs comme Bruce Arena durent longtemps parce qu'ils s'entourent bien. Et après ça, il réalise que j'ai besoin de quelqu'un plus jeune qui est tendance, mais moi, je suis bon dans ce qui est la gestion d'hommes, la gestion d'ego. Parce qu'il comprend que coach, c'est plus OK, tu mets ton idée en principe en place, mais c'est les autres. C'est pour ça que le Salvador, regarde, il a tout un gros staff qu'on n'avait jamais vu auparavant au CF Montréal. Et la majorité de clubs, c'est ça. C'est des coachs qui sont managers, gestionnaires et mettre le bon personnel en place pour que après ça, tu fais juste superviser, prendre les décisions, prendre les bonnes décisions. On finit là-dessus. J'ai les deux équipes les plus surévaluées, notamment par les analystes à travers la MLS, je pense, puis par les gens quand on parle de cette équipe-là. J'en ai une dans chaque association. Orlando puis Austin. Les deux équipes surévaluées ou dont on a l'impression qu'ils sont meilleurs qu'ils sont réellement. Vrai ou pas? En même temps, Austin, ils sont bas dans le classement là, en ce moment, non? 11e en ce moment. Ben, si tu en veux même temps, ils ont quand même une marque de commerce où, tu sais, les gens... Pardon? On s'attendait à ce qu'Austin fasse mieux. Clairement, au départ de la saison, on les plaçait top 3. Et là, ça va moins bien. Puis peut-être qu'à la fin, comme tu dis, à la fin de la saison était peut-être dépendante d'un seul gars. Mais moi, Orlando, ça c'est sûr, dans l'Est, je trouvais qu'on les plaçait peut-être parce que c'est Oscar Pereira, le coach. Mais je trouve qu'on leur donne, on les encense comme si ça va être une superbe équipe. Mais je trouve que c'est une équipe qui a fini 8, 9e, puis qui, les dernières années, finit toujours par rentrer le dernier jour ou l'avant-dernier. Ils ont fait des investissements, c'est pas mal ce qu'ils ont. Du moins, ils sont allés chercher. Puis, c'est là qu'un projet sportif, ainsi de suite. Puis de l'extérieur, écoute, je sais pas si j'ai toutes les clés pour du moins évaluer le travail d'un entraîneur, mais de l'extérieur, ou du moins de ma position, quand une équipe, l'an passé, c'était ça, on en a même parlé dans le balado, c'était en haut, en bas, tu regardais un match, tu disais, ça y est, cette équipe-là, c'est le Real Madrid, puis le match d'après, tu disais, voyons, quelle mauvaise équipe. Puis cette année, j'ai regardé des matchs, c'est la même chose, inconstance. Puis ça, de l'extérieur, c'est pas tant... À un moment donné, il faut qu'il y ait une raison aussi pour ça. Puis c'est le leadership, je pense. Oscar Pareja, que tout le monde aime beaucoup en général dans la Ligue. Je sais pas. Avec ça, je commence à avoir des réserves. Moi, là où je vais lui donner du crédit, c'est que j'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'entends que Orlando, ça va péter. Puis malgré tout, il arrive à avoir des résultats. Je sais pas comment il arrive à gérer ce vestiaire-là où apparemment c'est pas génial. Ouais. Peut-être que c'est lui le problème et il arrive quand même à avoir quelques résultats. Moi, ma réponse alternative, cette année, ce serait Nashville, que je trouve vraiment moins bon. Honnêtement, je pense que peut-être que eux aussi, ils arrivent un petit peu en fin de cycle avec leurs joueurs, mais ils sont plus pour eux. Eux aussi, ils encaissent quelques buts qu'ils encaissaient pas avant. Je trouve que offensivement, là, c'est peut-être un peu moins clair, hein, avec Mouktar qui baisse un tout petit peu. Il a plus son binôme. Ils vont se qualifier pareil, mais ils sont moins bons. En plus, ils ont échangé CJ Sapong, qui était un peu la référence de ce type d'équipe, là. Compter sur l'attaquant puissant en avant, puis Mouktar. Mais moi, comme j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, hey, si Ali Mouktar va pas bien, c'est qui crée dans cette équipe-là? Parce qu'à part les gars qui vont vite, ils n'avaient pas un gars qui peut arriver du banc qui va apporter d'autres choses qu'Annie Mouktar ne peut pas apporter. Là, maintenant, Dax McCarthy est comme partant, moins partant. Mais c'est une équipe qui est comme au bout du rouleau.
Donc, cette année, c'est comme, ils vont peut-être être compétitifs, ils vont peut-être crash parce qu'ils n'auront pas les outils nécessaires pour le reste de la saison, la fin de saison surtout. À voir. Bon, ben, c'était la première version 2023 de 11 Montréal. Messieurs, bon week-end. On se voit à Kansas City, Vincent. On se prend des ribs. Avec plaisir. Puis on t'en rapporte des ribs, Pat, promis, aussi. Moi, je veux la sauce. Les ribs, vous Ouais. les gardez pour vous. Mangez-les bien, digérez-les bien. Moi, je veux la sauce. C'est Excellent. dangereux, la ça. sauce dans la vallée. C'est dangereux, ça. Salutations à Eric Forêt s'il écoute ça. Parce que Le lui, secret il dans la ramenait sauce. les sauces. Salutations aussi à Kevin Laramé, qui est notre producteur cette semaine, et comme ce sera le cas pour les prochaines semaines. Alors, salutations à Kevin Laramé, dont sa carrière, retenez ce nom, hein. La carrière est sur une trajectoire fulgurante, celle de Kevin Laramé. Voilà. Il enfante des projets. Bref, c'est un fertile cette année particulièrement. Salut Kevin. OK, merci d'avoir été là. Passez une bonne semaine. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et qui sait aussi aller nous prendre en balado. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de 11 Montréal.